Je m'appelle Léa et jusqu'à récemment, je pensais comprendre mon mariage. Mon mari David et moi étions ensemble depuis près de 8 ans. Et comme la plupart des couples, nous avions eu notre lot de difficultés, de problèmes d'argent, de l'érosion progressive de la flamme et de ces ressentiments inavoués qui s'accumulent avec le temps. Pourtant, si on me l'avait demandé, j'aurais dit que notre couple était solide. Du moins, je le croyais. Mais un soir, David m'a demandé quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Ce n'était pas une demande ordinaire, pas le genre de choses que les femmes s'attendent à entendre de leur mari. Sa voix était calme, trop calme, comme s'il l'avait répétée 1000 fois avant d'oser enfin la prononcer à voix haute. Emily, commença-t-il, sa main posée nerveusement sur mon genou, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait nous changer. Au début, j'ai cru qu'il parlait de vacances, d'un changement d'air ou peut-être d'un nouveau passe-temps ensemble. Mais ensuite, il l'a dit, ces mots qui m'ont fait me figer et cligner des yeux, incrédule. Je veux que tu sois avec 2 autres hommes, pas dans mon dos, mais parce que je le veux. Ma bouche s'est asséchée. J'ai d'abord ri pensant que c'était une blague. Mais quand j'ai plongé mon regard dans le sien, je n'y ai vu aucune trace de humour, seulement une étrange faim, une intensité inhabituelle. L'atmosphère entre nous est devenue pesante. Ma main se crispa tandis que j'essayais de comprendre ce qu'il venait de me confier. Pourquoi un mari demanderait-il cela à sa femme? Était-ce une épreuve perverse, un piège destiné à révéler ma fidélité, ou était-ce, d'une manière détournée, un aveu de ce qu'il désirait vraiment? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ces mots résonnaient dans ma tête et je les retournais sans cesse pour les comprendre. Je pensais à notre vie ensemble, au sacrifice que nous avions tous deux consenti et à l'amour que nous avions construit. Pourtant, il y avait aussi cette solitude qui me rongeait depuis des mois, la façon dont David s'était éloigné, distrait, presque comme s'il voulait me jeter dans les bras d'un autre. 2 jours plus tard, David en reparla, cette fois avec des noms. Marcus et Jamal. Il les prononça avec désinvolture, comme s'il s'agissait de vieux amis, alors que je ne les avais jamais rencontrés avant. D'après David, c'étaient des hommes qu'il connaissait de sa salle de sport, des hommes en qui il avait confiance, des hommes qui, selon lui, prendraient soin de moi. Je le fixais, incrédule. Tu ne peux pas être sérieux, David, c'est de la folie. Mais il était sérieux. Plus je protestais, plus il se calmait, presque comme si ma résistance ne faisait que confirmer à quel point il le désirait. Et sous mon choc, je sentais quelque chose de dangereux s'agiter en moi. Une conscience troublante de curiosité. Je me détestais pour ça. Je détestais cette partie de moi se demander ce que ça ferait de dire oui. Ce week-end-là, David me présenta à Marcus et Jamal. Ils étaient prudents, pesant leurs mots, presque trop, comme s'ils comprenaient que la délicatesse de ce qui se déroulait. Marcus avait une confiance tranquille, une présence qui emplissait une pièce sans effort. Jamal, en revanche, était décontracté, son rire désarmant. J'aurais dû me sentir répugnée, voire en colère. Au lieu de cela, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je me suis surprise à les observer, à remarquer de petits détails que je n'aurais pas dû remarquer. La autorité qui se dégageait de la voix de Marcus, le sourire de Jamal qui semblait s'effriter. Il a fait tomber les barrières de mes défenses. David était assis près de moi pendant cette réunion, sa main ne quittant jamais la mienne. Il m'observait, évaluant mes réactions comme s'il avait besoin de la preuve que son fantasme pouvait devenir réalité. Le plus étrange était son regard, presque fier, comme s'il avait ouvert une porte que ni l'un ni l'autre ne pourrions refermer. Cette nuit, allongée dans mon lit, j'ai essayé d'enfouir la tempête qui grondait en moi. J'ai pensé à la loyauté, aux vœux, au caractère sacré du mariage. Mais j'ai aussi pensé à la façon dont le regard de Marcus s'était attardé sur moi un peu trop longtemps, à l'effet que le charme naturel de Jamal m'avait fait remarquer. J'ai remarqué le point désiré. Je voulais croire que j'étais assez forte pour mettre fin à cette folie. Et pourtant, au fond de moi, je connaissais la vérité. Une limite avait déjà été franchie.
David a murmuré sa demande. La tentation n'était plus extérieure à moi, elle était en moi, grandissant, et je n'étais pas sûre de vouloir la combattre. Les jours qui suivirent ma rencontre avec Marcus et Jamal furent un brouillon d'émotions ce que je n'arrivais pas à démêler. J'essayais de me distraire avec le travail, les courses et le cycle incessant des corvées qui rythmaient ma vie. Mais chaque instant de calme, chaque pause dans ma journée me ramenait à leur visage, à la demande de David, à cette dangereuse curiosité que je refusais d'admettre me consumer. David semblait plus léger, comme si libéré du poids d'avoir enfin dit ce qu'il avait retenu si longtemps. Il m'observait avec une attention excessive. Chaque fois que je croisais son regard, j'y voyais à la fois de la réassurance et de l'insistance. Il voulait que je fasse cela, il voulait que je franchisse une limite que j'avais toujours crue infranchissable. Je me suis dit que je ne le ferais pas, que j'aimais mon mari et que son fantasme épicé n'avait pas à devenir le mien. Mais l'amour et la loyauté n'ont pas fait taire la voix dans ma tête qui murmurait tard dans la nuit. Qu'est-ce que ça ferait? Un soir, David a suggéré d'inviter Marcus et Jamal à nouveau juste pour dîner. Ces mots, prononcés si légèrement, ont fait battre mon cœur à tout rompre. J'ai hésité, mais je n'ai pas dit non. Peut-être parce que dire non aurait été trop définitif ce soir-là. En mettant de la table, je me sentais comme une actrice répétant pour un rôle que je ne comprenais pas. Quand la sonnette a retenti, j'ai lissé ma robe et me suis dit que j'étais simplement une bonne hôtesse. Rien de plus. Le dîner était ordinaire, du moins en apparence. Nous avons mangé, nous avons ri et nous avons parlé de choses inoffensives. Mais sous cette conversation se cachait une tension que je ne pouvais ignorer. Le regard fixe de Marcus s'attardait trop longtemps, l'humour de Jamal doux comme un cheveu sur la soupe, mais me donnait aussi le sentiment d'être enfin comprise, comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Et David, toujours à l'affût, était assis près de moi, mais disait peu, comme s'il attendait que quelque chose d'invisible se produise entre nous, à un moment donné. Je me suis excusée et suis allée débarrasser la table. Jamal m'a suivi quelques minutes plus tard, portant des verses. Nos mains se sont frôlées lorsque j'en ai pris un. Et bien que ce fût le plus petit, une étincelle m'a traversée, si vive que j'ai failli laisser tomber le verre. Pardon, a-t-il murmuré, mais ses yeux disaient autre chose. Quelque chose d'indicible, quelque chose de patient. Mon cœur s'est emballé tandis que je retournais à table, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais tout avait basculé. Les murs de ma résistance se fissuraient. Plus tard, ce soir-là, après leur départ, j'ai confronté David. Ma voix tremblait tandis que j'exigeais de savoir pourquoi il me poussait à faire ça. Parce que je te connais, dit-il simplement. Je sais que tu te sentais invisible, insatisfaite. Je peux te donner ma bénédiction, Emily. Je veux te voir libre. Ces mots m'ont glacée. Une partie de moi pensait qu'il se mentait à lui-même, se persuadant d'une étrange fantaisie. Une autre partie craignait qu'il ait raison, que j'ai aspiré à quelque chose que je ne pouvais admettre, même à moi-même. La semaine suivante, Marcus a appelé. Sa voix était grave, calme, presque désarmante. Il n'a pas insisté ni exercé de pression. Il m'a seulement demandé comment j'allais, comme si mes émotions comptaient plus que tout. C'était un petit, c'était gentil, mais ça me rassurait. Jamal m'a envoyé un texto, une simple phrase qui disait pas de pression. Seulement quand tu seras prête. Ces mots me hantaient, parce que le problème n'était pas d'être prête. J'étais déjà au bord du précipice. Le problème, c'était de l'admettre. J'ai commencé à remarquer des changements en moi. Mon reflet dans le miroir me paraissait différent, comme si je portais un secret que je ne pouvais pas partager. Mes collègues m'ont demandé pourquoi j'avais l'air distraite. Mes amis m'ont demandé si tout allait bien à la maison. J'ai menti à tous en disant que j'étais juste fatiguée, juste occupée. Mais la vérité était plus simple. J'étais en train de tomber dans quelque chose de dangereux. La nuit où c'est finalement arrivé n'était pas prévue, ou peut-être que si, d'une manière que je ne voulais pas admettre. David a invité Marcus et Jamal une fois de plus. Mais cette fois, pas de dîner, pas de fausse alerte, juste une conversation à voix basse qui s'est peu à peu alourdie, chargée de sens.
J'ai tenté de quitter la pièce une fois, à bout de nerfs, mais David m'a attrapée par la main. Sa poigne était ferme, presque rassurante. Reste, a-t-il murmuré, et je suivais. Mon cœur battait la chamade. Les murs de notre salon semblaient se refermer sur moi. L'air était lourd, chargé d'attente. Le regard de Marcus était fixé sur le mien, calme mais autoritaire, tandis que la présence de Jamal me poussait inexorablement vers le précipice. Toute une partie de moi criait que c'était mal. Et pourtant, en regardant David, son expression indéchiffrable, presque fière, j'ai compris que le choix était déjà fait. La limite que j'avais juré de ne jamais franchir était juste devant moi. Point. Et à cet instant précis, j'ai franchi le pas. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, fixant le plafond en silence. Mon lit était toujours là, immobile près de celui de David, mais intérieurement, c'était le chaos. Chaque pensée, chaque émotion se disputait le pouvoir. La culpabilité me rongeait, la honte de m'avoir allongée. Qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus sombre, plus difficile à admettre. Un sentiment de soulagement. Je pensais avoir franchi la ligne rouge. J'avais fait ce que j'avais juré de ne jamais faire. Et même si je voulais revenir en arrière, je ne pouvais effacer le souvenir, les sensations, ni la façon dont cela m'avait fait me sentir vivante, comme je ne l'avais pas été depuis des années. À côté de moi, David dormait profondément. Sa respiration régulière et paisible me frappait plus que tout. Le calme sur son visage. Il n'était pas brisé par ce qui s'était passé. Au contraire, il semblait comblé, presque fier. Lorsqu'il a finalement bougé et m'a regardé, il n'y avait ni colère ni ressentiment dans ses yeux. À la place, il y avait quelque chose d'inquiétant, de la satisfaction. Ça va? Demanda-t-il doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma gorge s'est serrée. Les mots me semblaient trop faibles, trop fragiles pour contenir tout ce qui bouillonnait en moi. Finalement, j'ai hoché la tête, bien que la vérité fût plus complexe. La journée s'est étirée dans le silence. Je la traversais comme un fantôme préparant le petit déjeuner, pliant le linge, essayant de reprendre une vie normale. Mais chaque recoin de la maison me rappelait ce qui s'était passé. Le salon n'était plus un simple salon, c'était un secret. Une fracture dans mon mariage qui ne pourrait jamais être colmatée, que Marcus et Jamal ne m'aiment pas contacté immédiatement. Quand ils l'ont fait, c'était avec la même douceur qu'avant. Aucune pression, aucune intrusion, juste un message qui disait « Nous espérons que tu vas bien ». Ces mots m'ont brisé le cœur parce que je n'allais pas bien. Et pourtant, une partie de moi aspirait à être de nouveau près d'eux. C'était la plus cruelle des vérités. La tentation ne disparaît pas quand on y cède. Elle se renforce, David semblait le sentir. Le tumulte. Il me parlait différemment, comme si j'étais une nouvelle version de lui-même. Parfois, il me regardait avec fierté, comme si je lui avais offert ce qu'il désirait ardemment depuis des années. D'autres fois, j'apercevais des lueurs d'autres choses dans son expression, de la jalousie, du doute, peut-être même du regret. Un soir, je l'ai confronté. « Pourquoi, David? » lui ai-je demandé. « Pourquoi voulais-tu ça? » Il a pris une longue inspiration avant de répondre. « Parce que je voulais te voir libre. Je voulais te voir désirer d'une manière que je ne pouvais plus donner, et peut-être je voulais ressentir ce que c'était que de lâcher prise. » Sa réponse était à la fois honnête et terrifiante, car elle signifiait que ce n'était pas seulement à propos de moi, c'était à propos de lui, de nous, de tout ce qui était brisé entre nous et que aucun de nous n'avait admis auparavant. J'avais envie de lui crier dessus, de l'accuser de m'avoir poussé à la trahison, de lui avouer que la vérité, c'est que je n'avais pas assez lutté. Une partie de moi le désirait aussi. Cet aveu pesait lourd sur moi, m'étouffait. Les semaines passèrent, et, en apparence, la vie reprit son cours. Nos amis nous voyaient sourire ensemble et supposaient que tout allait bien. Aux yeux du monde, nous ressemblions à un couple normal, mais sous cette surface, rien n'était plus pareil. Dot la nuit. Quand je me couchais près de David, mon esprit repassait en boucle toute la scène. Parfois, j'étais malade de culpabilité, honteuse de ma faiblesse. D'autres fois,
J'éprouvais un frisson dangereux en me souvenant de la façon dont je m'étais sentie remarquée, chérie, désirée, et toujours, toujours. Je me demandais ce que cela disait de moi que je n'arrivais pas à me décider si je le regrettais ou non. Un soir, n'y tenant plus, j'ai murmuré à David. Et si je voulais les revoir? Il n'a pas répondu tout de suite. Son silence était lourd, délibéré. Quand il a finalement pris la parole, sa voix était basse, rassure. Alors on en parlera, a-t-il dit. Cette réponse m'a terrifiée plus qu'un refus, car elle signifiait que la porte n'était pas fermée. Cela signifiait que ce n'était pas fini. Ce soir-là, je me suis détournée de lui, fixant les ombres sur le mur. Mon mariage n'était plus ce qu'il était. Les vœux que nous avions prononcés étaient toujours là, mais déformés, tordus, réduits à un point méconnaissable. Étais-je encore fidèle à David si c'était lui qui avait provoqué cela? Étais-je une traîtresse ou simplement une épouse obéissant aux désirs de son mari? Je n'en savais plus rien. Je savais seulement que j'étais entrée dans un monde où la tentation dominait la raison. Et une fois qu'on y était entré, il n'y avait plus de retour en arrière. L'histoire de mon mariage n'était pas terminée, mais elle était à jamais bouleversée.